Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour Daniel Favre, on est ravi de vous accueillir sur ce Facebook Live, cette rencontre entre nous et puis les gens qui qui nous rejoignent sur le réseau Internet en cette période de confinement. Alors, vous êtes aujourd'hui retraité, mais vous avez exercé à l'université avec deux casquettes, me semble-t-il, hein, celle de chercheur en neurosciences et celle de chercheur dans les sciences de l'éducation. Vous avez écrit de nombreux ouvrages à destination plutôt du grand public qui nous ont permis de comprendre et d'explorer le fonctionnement humain, notamment des enfants. Alors j'en ai quelques-uns, je les ai pas tous, hein. Enfin je les ai tous, mais je les ai prêtés, notamment celui qui s'appelle Cessons de démotiver les élèves, il n'est pas revenu. Il y a celui-ci qui est Transformer la violence des élèves, qui doit être le plus ancien, je pense. Cerveau, motivation et apprentissage. Je sais pas si Voilà, il y a une nouvelle ouais. édition qui est sortie Oui, en septembre. d'accord. Voilà, chez Duno, qui est un bouquin passionnant et qui explique énormément de choses. Et, alors, ça se passe beaucoup autour de l'école, hein. C'est des questions qui sont reliées à l'école. Il y a celui-ci qui est aussi très intéressant, c'est l'addiction aux certitudes. Voilà. Et puis, il y avait le dernier, hein, c'est éduquer à l'incertitude, élèves, enseignants, comment sortir du piège du dogmatisme. Et donc aujourd'hui, on a envie de vous écouter, de vous questionner sur ce qui se passe par rapport au confinement et ce que vous pouvez nous apporter comme éclairage sur cette situation. Et puis voilà. Alors juste avant de démarrer, vous avez un bandeau en dessous, je vais le laisser pendant un petit moment. C'est une initiative qui s'est constituée autour de Catherine Dumonteil-Crémer. C'est un numéro que vous pouvez appeler qui vous permet de vous relier au réseau de la parentalité créative et vous trouverez de l'aide. Il y a différents horaires. Il se trouve que Daniel Favre, vous connaissez aussi Catherine Dumonteil-Crémer et que vous faites partie de son groupe de formation, vous nous avez dit juste avant de démarrer. Voilà. Je vous laisse la parole pour démarrer ce Facebook Live. Et puis Ophélie, si tu veux ajouter, j'ai fait la présentation aujourd'hui, je te la laisserai faire demain. Voilà, ben, bonsoir à tous et merci de m'avoir donné l'occasion justement de pouvoir évoquer le cas de tous ces enfants qui sont à la maison et qui ont quand même un programme scolaire auquel ils doivent se soumettre. Et je me demandais justement avant cette proposition, je me disais mais comment aider tous ces parents qui se retrouvent d'un coup avec cette tâche assez difficile, puisque c'était l'école qui se chargeait des programmes scolaires et brusquement les parents ont comme tâche justement de faire l'école à la maison. Et alors je me demandais qu'est-ce que c'est qui pourrait aider et je me suis testé un peu avec mon petit-fils pour tout ce que je vais vous dire, je l'ai testé avec mon petit-fils. Voilà. Alors, la première, je voudrais évoquer trois moments de l'école à la maison importants. Le premier, c'est avant de commencer. Et le risque pour les parents, c'est de vouloir reconstituer à la maison finalement une ambiance qui est proche de celle de l'école. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui et maintenant, et puis vous pouvez poser des questions là-dessus, tout ce que vous voulez, c'est de pourquoi ne pas demander aux enfants qu'eux-mêmes s'organisent, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait bien pour eux, comment ils pourraient bien se sentir pour faire les apprentissages scolaires. Est-ce que ce serait d'être sur le balcon? Est-ce que ce serait d'être couché dans leur lit, à plat ventre par terre? Et moi, j'avais eu comme expérience une petite fille qui disait, quand elle était devant une copie à un bureau et qu'elle devait écrire, elle avait la tête vide. Mais si elle se mettait sous la table, bien à l'abri dans sa petite maison, comme une souris dans son terrier, à ce moment-là, elle avait plein d'idées qui lui venaient dans sa tête. Et j'ai pu, en regardant un petit peu ce qui se passait dans ces expériences d'enfants à la maison, avec naturellement environnement confiné, et spontanément, il y a plein d'enfants qui se construisent des cabanes, qui essayent d'aménager un lieu à eux, un petit peu plus petit, dans lequel ils vont se sentir en sécurité. Et j'ai pu montrer que plus un enfant se sent en sécurité,
plus il est prêt à apprendre, plus il est prêt à prendre le risque de déstabiliser ce qui est c'est déjà pour le faire évoluer, ce qui représente l'apprentissage. Alors, donc, Qu'est-ce pourquoi ne pas qui, de... Oui, je vais juste peut-être préciser, peut-être que vous pouvez préciser, qu'est-ce qui se passe quand cet enfant finalement il n'est pas dans ce sentiment de sécurité, qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'est-ce qui se passe? ben l'ambiance est pas entendue, de pas savoir, et puis qui sait en ce moment, qui sait quelle est certitude légitime, il n'y en a pas beaucoup justement. Toute cette crise autour du coronavirus montre bien que des certitudes, il n'y en a pas beaucoup, et qu'il s'agirait justement de pouvoir se sentir en sécurité dans un monde incertain. Et là, le monde incertain euh, fait ressentir de la peur, de l'anxiété à beaucoup de parents. Et cette peur, cette anxiété, bah, elle ne reste pas dans le parent, elle diffuse comme beaucoup plus, c'est beaucoup plus contagieux que le virus d'ailleurs. C'est, contre la peur et la panique, il y a pas beaucoup de parade. Et les enfants se constituent justement un micro-environnement. Ça peut être, s'il y a de la place, ça peut être une tente igloo, par exemple. Mais il faut déjà que dans la chambre, il y ait de la place pour une petite tente igloo. Mais sinon, ça peut être avec des draps, ça peut être d'anciens rideaux, ça peut être utiliser une table, se faire un petit campement, une tente berbère, tout ce qu'on veut, où justement, ils vont mieux se sentir en sécurité. Et donc, dans ce cas-là, ça sera plus facile d'apprendre pour eux. Idem aussi de constituer un environnement sonore qui leur plaise. C'est-à-dire, ça peut être des bruits des oiseaux en forêt, ça peut être des bruits de la mer, ça peut être une musique, alors plutôt la musique baroque, de Bach par exemple, et surtout pas une musique pour se relaxer ou une musique pour se détendre. C'est pas ce type de musique qu'il faut, quoi. Leur chercher donc un environnement sonore et éventuellement, en tant que parents, les aider pour trouver ce qu'ils aimeraient entendre comme bruit. Et puis, dans ce temps initial aussi, se faire un programme, c'est-à-dire, et ça c'est très très bon pour le cerveau, c'est-à-dire ça entraîne les enfants à utiliser leurs lobes frontaux, puisqu'à l'école, au contraire, on leur fait pas utiliser leurs frontaux, on leur dit voilà, c'est 8 heures, donc on fait ça à 8 heures, à 9 heures on fait autre chose, à 10 heures, etc. Et on leur demande chaque fois d'être motivés pour la nouvelle tâche qu'on leur demande. Donc là, ce serait le contraire, au contraire de se faire un programme dans lequel c'est eux qui vont fixer sur ce quoi ils vont passer beaucoup de temps. S'ils veulent par exemple passer que 10 minutes sur les mathématiques, pourquoi pas, et passer 1 heure et demie sur l'histoire, pourquoi pas. Vous voyez, laisser toute cette liberté à l'enfant, ce qui va lui permettre de se remotiver justement pour les apprentissages scolaires. Et puis, ce serait eux qui fixeraient aussi la durée de la récréation. Et ils devraient mettre ça, mais dans leur programme, et le fixer le matin, avant de démarrer. C'est-à-dire qu'ils se fixent une... Donc, ce serait le premier temps, le temps initial. Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus? Oui, deux autres temps importants. Juste avant, ça veut dire qu'il faut partir du principe que l'enfant aurait envie de se fixer un planning, et comment faire si le parent est confronté à l'enfant qui n'a pas envie, en fait, qui veut tout simplement pas faire l'histoire ou pas faire des maths. Oui, ben alors à ce moment-là, en disant ben, il y a un temps d'apprentissage scolaire, c'est possible de dire non, mais si on dit non, il n'a pas accès à autre chose. Je veux dire, c'est pas si tu veux pas, alors tu peux regarder les dessins animés. C'est durant le temps scolaire, voilà, il y a des choses à faire. On lui propose la liberté de l'organiser, et c'est quelque chose que généralement il a pas souvent. Donc on peut lui présenter ça comme une chance. Et ce qu'il a à faire, c'est une feuille de route. Et ça, c'est une promotion, parce que la feuille de route, c'est l'apanage du capitaine. C'est pas l'apanage du petit matelot qui est chargé d'obéir, d'exécuter les ordres, etc. Donc, est-ce qu'il veut saisir ce commandement suprême, ou s'il ne le saisit pas, sachant qu'à ce moment-là, on laissera passer le temps d'apprentissage scolaire,
Et pendant ce temps-là, ben, il n'y a pas d'autres distractions, il pourra pas, il sera livré avec lui-même, il n'aura pas de tâche, on accepte qu'il ne le fasse pas, mais en même temps, il ne peut pas se distraire de manière addictive euh, dans des distractions. Vous voyez ce que je veux dire ou pas bien? Si, Que si. moi, je vous vois, donc je vous sens un peu dubitatif. Oui, parce Non, que oui, parce que dans l'idée que moi, enfin, la question qui me vient ensuite, c'est finalement, est-ce que c'est pas une fausse liberté pour l'enfant? Alors peut-être que Jean-Guillaume, il va le formuler autrement. non, je trouve que c'est bien dit. C'est-à-dire que j'irais plus dans ce sens-là. J'ai l'impression que est-ce que ça va marcher pour tous les enfants? Est-ce que tous les parents vont arriver à ce que l'enfant ait envie de ça? Puisque c'est aussi un espace de contrainte. C'est-à-dire qu'on lui dit, bah, on le prive de quelque chose, c'est exercer une contrainte sur lui. Alors, ça peut marcher avec certains enfants qui vont accepter ça. Mais oui, Oui, des autres, alors quoi. d'abord, ça vient il y a plusieurs étapes. J'ai d'abord proposé qu'il se construise un espace dans lequel il se sente bien à lui. Voilà, pour qu'il se sente en sécurité. Mais peut-être que dans son espace de sécurité, c'est plus important pour lui de jouer. Moi, je vais prendre mes enfants, c'est plus important de jouer au Playmobil ou autre chose que faire l'exercice de maths à ce moment-là. Et que Ben, l'exercice de il y maths, aura c'est pas ça naturellement qui les intéresse. cet espace privé à lui qu'il aura construit. L'enfant, il pourra l'utiliser après pour faire autre chose. Mais c'est justement, la nouveauté, c'est d'associer ça avec les apprentissages scolaires. Et je pense qu'on peut aussi prévoir, anticiper le fait qu'il y a des enfants qui, au début, ne vont pas se ruer en disant «Oh oui, je suis entièrement motivé pour fonctionner comme ça». Mais c'est en le testant, en faisant la cabane, vous voyez, il y a une petite phrase fétiche que je me plais souvent à dire, c'est on ne tire pas sur une laitue pour la faire pousser. Donc, que fait le jardinier pour faire pousser une laitue? Eh bien, il choisit un endroit avec de la lumière, une terre un peu légère, on va mettre de l'eau, de l'humus, mais c'est la tâche de la laitue que de grandir, c'est la tâche de l'enfant de grandir et d'apprendre. Donc, c'est simplement proposer un autre cadre. Mhm. Et s'il ne le prend pas le premier jour, il essaiera peut-être le deuxième jour, le troisième jour. C'est pas grave si cet apprentissage de la liberté peut se faire parce qu'à ce moment-là, ça va laisser des traces. C'est-à-dire que l'enfant qui aura appris à faire ça, appris à faire une feuille de route, il saura ensuite dans l'environnement scolaire, si un jour on est déconfiné et qu'on retourne à l'école, dans cet espace-là, il saura beaucoup plus s'organiser, il sera plus motivé, il vivra moins l'école dans un état de passivité. Vous voyez, là, c'est l'apprentissage de la liberté dont il est question. C'est apprendre à se servir de ses lobes frontaux, se projeter dans l'avenir. On peut d'ailleurs faire des exercices avec l'enfant. S'il veut rien faire, c'est lui dire bah, et si tu envoyais un message ou si tu écrivais un message à ton toi futur, c'est-à-dire toi en 2030 par exemple, dans 10 ans. Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi futur ou à ton jeu futur plutôt et éventuellement aussi dans l'autre sens, qu'est-ce que ton jeu de l'avenir de 2030 te dirait aujourd'hui de faire ou de ne pas faire? Oui, installer un dialogue qui a toujours l'avantage de mobiliser les lobes frontaux en faisant se tendre vers l'avenir, qui est une des fonctions des lobes frontaux, et non pas être dans l'exécution des tâches au présent. Fais Est-ce ci, que vous là, pouvez apprends-toi. développer les fonctions des lobes frontaux? Ce que c'est exactement, quelle est leur fonction? Ben, il y en a 6. Il y en a une dont je vous parle depuis un moment, qui est justement faire des programmes, se projeter dans l'avenir et vérifier leur exécution, quoi. Enfin, et puis, une autre fonction, c'est celle d'apprendre, c'est-à-dire de remettre en question ce qu'on sait déjà pour le faire évoluer. Ça, c'est une deuxième fonction de la fronto. Il y en a une troisième qui est tout aussi importante, qui est de faire des simulations. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écran à l'extérieur, on a déjà un écran à l'intérieur et on peut faire de la géométrie les yeux fermés, on peut faire plein de choses les yeux fermés, écouter des histoires. Donc, dans ce temps de confinement, c'est
un très beau cadeau que les parents peuvent faire aux enfants, de leur lire des histoires. Prendre un livre et de lire des histoires. Et ça contrebalancerait justement la prégnance et l'addiction aux écrans externes que de faire cela. Donc j'en ai fait 3. Ces 3, si on les résume, il y en a encore 3 autres. Si on les résume, c'est finalement de ne pas être esclave de la tyrannie du présent, c'est-à-dire qui fait que une mouche qui vole dans le présent fait qu'on perd son attention. Donc ensuite on peut mobiliser des expériences passées pour faire des simulations. On peut se dégager du passé pour apprendre. Et en plus, on peut se projeter pour l'avenir, se faire des projets comme ça. Et inventer des projets, c'est éviter de les subir, ces projets. Ça, c'est 3 fonctions qui touchent le temps. Il y a 2 fonctions qui touchent l'espace. C'est par exemple avoir un mouvement délibéré. Je peux décider de prendre la chope qui est à côté de moi. Voilà. Personne ne m'y a obligé. C'est un mouvement délibéré. Vous voyez bien que c'est un exercice de liberté aussi. Et puis, deuxième fonction, c'est diriger l'attention. Regardez par la fenêtre la glycine qui commence à fleurir. Je peux le diriger, je ne vois plus que ça. C'est diriger l'attention vers un son et maintenir l'attention. Tout ça sont des fonctions des lobes frontaux. Et la dernière des fonctions des lobes frontaux, c'est de réguler les émotions. C'est-à-dire qu'avec mes lobes frontaux, je peux faire le choix de me laisser aller une émotion, un chagrin, un plaisir, une joie, ou au contraire, parce que ce n'est pas le moment, de le freiner et de l'inhiber. C'est par exemple sentir la colère qui monte en moi, puis de se dire non, je ne vais pas me laisser me mettre en colère dans cette situation-là, et je peux donc la bloquer. Et si je n'ai pas l'habitude d'utiliser mes lobes frontaux, je peux avoir la colère qui monte, et à un moment donné, je suis tellement en colère que mes lobes frontaux sont inhibés, et donc j'ai plus de liberté. Je suis dans la colère. Ok. Est-ce que ça vous paraît suffisamment clair? Oui, c'est très clair, oui. J'ai une question. Il y a une question d'une spectatrice qui revient par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le programme que l'enfant peut se faire, etc. Elle demande si finalement c'est pas une sorte. Si on lui propose. Non, c'est pas celle-là la question. Si on lui propose de. Alors, il faut que je reformule dans ma tête avant. Si on lui propose d'être le capitaine de son programme scolaire et qu'il ne veut pas et que finalement on lui dit on lui propose pas autre chose, est-ce qu'on n'est pas dans un principe de punition-récompense? Non, pas tout à fait, parce que là, quand je propose de fermer la porte vers quelque chose qui serait une distraction, je fais référence à 3 types de motivation qu'il y a en chacun d'être humain et qui existe chez l'enfant, c'est-à-dire il y a le plaisir qu'il y a dans l'apprentissage, il est intrinsèque à l'être humain. Sauf que souvent, on a perdu le goût de ce plaisir parce qu'il n'est pas sollicité. Il est très peu sollicité. Très souvent, les apprentissages scolaires, on les fait parce qu'on est obligé. Parce que ça va être noté, parce que ça va être contrôlé, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a tout le monde qui nous tombe dessus. Et donc, le plaisir qu'on aurait à apprendre, eh bien, on n'y est pas dedans. Mmh. Et pour pouvoir s'engager dans ce plaisir qu'on appelait motivation d'innovation, il faut se sentir en sécurité. Et généralement, le fait qu'il y ait, j'en parlais avec Jean-Guillaume tout à l'heure, le fait qu'il y ait une ambiance de contrôle et de notes très, très présente dans la vie de l'élève, fait que ça crée un climat d'insécurité qui est contre-productif. C'est-à-dire que ça a pour effet de démotiver l'élève, c'est-à-dire qu'il a moins de plaisir à apprendre et à explorer, à résoudre des problèmes. Et puis, il y a aussi une autre dimension, une autre motivation, qui est que si je pouvais ne rien faire, si je pouvais continuer à rester un gros bébé qu'on nourrirait dans le lit et que j'aurais qu'à ouvrir la bouche pour recevoir la béquille, eh bien, il y a cette partie de nous qui fonctionne aussi. Donc, en disant que pendant le temps d'apprentissage scolaire, l'enfant n'est pas obligé, mais en même temps,
on lui ferme la porte en disant tu ne peux pas te distraire à faire passer le temps autrement, ou en faisant quelque chose qui n'est pas un rapport avec le programme scolaire, simplement on lui ferme la porte de ce système de motivation. C'est-à-dire, c'est pas la peine de lui dire, bah, sinon, bah, tu peux regarder des dessins animés. Oui. Est-ce que la source de distraction peut pas aussi être une manière pour l'enfant d'aborder un apprentissage? Oui, mais alors à ce moment-là, il faut que c'est un rapport avec il faut que c'est un rapport avec le programme scolaire. Et dans ce cas-là, c'est à l'adulte avec l'enfant de négocier en disant, si tu veux voir tel film ou tel documentaire, est-ce que tu peux m'argumenter? Trouve-moi des arguments comme quoi ça a un rapport avec le théorème de Thalès ou avec, je ne sais pas, enfin, une des choses qui sont au programme Okay. scolaire. Mais Mais ce qui veut dire, oui, le plaisir qu'il aura, c'est pas une récompense externe, c'est au contraire de pouvoir renouer avec cette motivation d'innovation que tout jeune enfant a eu. C'est pour ça que je dis renouer. Mhm. Un enfant qui explore, il le fait pas pour avoir des récompenses. oui, ça c'est peut-être fondamental cet aspect-là. C'est-à-dire que l'enfant est en train de sortir d'un système scolaire dans lequel sa motivation était extérieure à lui, elle était liée à la peur de la mauvaise note ou la peur de la punition. Et donc, il est un peu entre deux eaux, là, puisque les parents se retrouvent avec cet enfant qui est conditionné à avoir peur ou à être motivé par la note ou la contrainte. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus ça. Donc, pour les parents, ça peut être extrêmement difficile, ce qui est en train de se passer, enfin, Oui, ou génial. Mais tout oui, dépend comment se négocie le virage. voilà. Et j'ai l'impression que sur les forums, on voit beaucoup de parents qui sont dépités parce que les enfants n'ont plus de raison de contrainte et les parents n'ont pas envie de faire la contrainte. Alors, enfin, ils n'ont pas Voilà. envie de passer. Ils n'ont pas les moyens peut-être de faire la même chose que ce que le système éducatif fait. Et ben, c'est une chance. C'est une Mmh. chance justement de pouvoir explorer une autre façon d'apprendre que sous l'effet de cette double contrainte, punition ou récompense. Mais ça ne veut pas dire que ça va embrayer à la minute ou au jour même. Il faudra peut-être plusieurs jours pour que ça embraye. Et je pense que pour les parents qui m'écoutent là, c'est faire le pari qu'il y a chacun d'entre nous une ressource endormie, cette motivation d'innovation. C'est-à-dire que si on crée un contexte dans lequel l'enfant va se sentir assez libre, y compris celui de refuser cette proposition, alors à ce moment-là, le pari, ce sera que l'envie d'explorer, de résoudre des problèmes sera le plus fort et que ça prendra envie d'être le capitaine de sa vie finalement, plutôt que de subir les injonctions, fais ci, fais ça, prends ton livre de français, va page 40, fais l'exercice numéro 2. Je veux dire, c'est autre chose là. C'est bâtir soi-même sa feuille de route. C'est pour ça qu'on voit parfois des enfants qui sont très enthousiastes à 4-5 ans et qui perdent cette motivation et qu'on les retrouve complètement éteints à l'adolescent. Exactement. Et les enseignants de dire c'est terrible, mais si on dit qu'un devoir va pas être noté, personne ne le fait. Voilà, ils sont Ok. devenus addictifs à ce processus de notation, de contrôle. Donc, ce qui est en train, Vas-y, ce qui est en train de vas-y. se passer, c'est que les enfants sont en train de se défaire d'une drogue finalement. Ils sont en train Tout à de se fait, défaire c'est un d'une drogue. sevrage. Et est-ce qu'on peut imaginer aller plus loin? Et je reprends une question de Charlotte. Moi, j'ai observé ça avec mes enfants ce matin. C'est que tout d'un coup, ils ont trouvé une activité dans laquelle je les voyais apprendre énormément de choses, qui était très élaborée. Un jeu très complexe, où mon fils plus âgé se mettait amener sa sœur dans des activités, elles aussi, beaucoup plus complexes. Donc, si j'avais voulu à ce moment-là faire la feuille de route, ça serait peut-être jamais arrivé ce moment-là. Oui, tout Vous à voyez fait. comment on peut négocier alors un deal entre on va faire ce que les activités scolaires et des temps où quelque chose d'inconnu va émerger. Alors, effectivement, c'est à respecter quand vous voyez des choses comme ça qui se mettent en place. C'est la motivation d'innovation qui s'allume. Donc, on va pas. Aristophane disait il y a très longtemps, à l'époque de Socrate, disait qu'enseigner, c'était pas remplir un vase, c'était allumer un feu. Donc, quand il y a un feu qui s'allume comme ceci,
au niveau motivationnel, il ne faut surtout pas l'éteindre. Et l'intérêt de la feuille de route, c'est que justement, c'est l'enfant qui peut se mettre lui-même son programme et se faire des temps de récréation, des temps d'exploration, autre chose. C'est-à-dire que rien ne l'empêche, une fois qu'il a satisfait aux exigences du programme scolaire, de prévoir autre chose dans sa journée, d'explorer autre chose. Je voulais revenir par rapport au conditionnement que vous parliez et de l'enfant qui finalement est conditionné par les notes, par ce système qui lui impose un système hiérarchique de notation et qui le met sous pression. Est-ce que vous pensez que le système scolaire actuel, avec le système scolaire actuel, on peut sortir de cette idée de conditionnement et on peut amener l'enfant à devenir maître de ses apprentissages? Alors, c'est un peu l'objectif de diverses de mes formations que je fais, des formations d'enseignants. Et certains y arrivent. euh, Certains y arrivent avec leurs élèves, quoi. Ils voient effectivement un changement de système de motivation dominant, quoi. Et c'est bien agréable pour l'enseignant parce que au lieu d'avoir de se fatiguer à tirer toute une classe à faire les tâches que lui a décrétées pour eux, eh bien, il y a des élèves qui en redemandent, quoi. C'est plus du tout la même ambiance. Il y a un petit film, si on tape transformer la violence des élèves.com, c'est le site compagnon de mon bouquin, mais sur la première page en bas, il y a un film qui s'appelle Apprendre autrement, qui montre comment dans ces collèges ça peut être un peu différent. Alors, c'est très court, hein, ça dit très peu de choses, mais ça montre une ambiance différente. Si vous êtes d'accord, on a des questions par rapport aux notes, notamment par rapport à l'impact des notes sur le cerveau des enfants. Je sais que vous avez fait des recherches sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos recherches? Alors, je ne peux pas parler d'impact direct sur le cerveau parce que ce n'est pas des études que j'ai fait. En revanche, ce que je vois, euh, que c'est pas des recherches personnelles en plus, c'est de voir les effets du stress sur l'apprentissage. Et le stress chronique est a toujours des influences négatives sur l'apprentissage. Ça, c'est très clair. Ensuite, on a testé, mais c'est quelque chose qui est vieux, c'est de 80 ou 83. On a testé des apprentissages avec récompense et des apprentissages sans récompense. Hein, du genre, si tu arrives à faire ça, tu auras un vélo rouge, ou ceci ou cela, de l'argent, des bonbons, des biscuits, du chocolat, enfin bref. Et des apprentissages dans lesquels il n'y a aucune récompense. Eh bien, là où les élèves réussissent le mieux et le plus, c'est lorsqu'il n'y a pas de récompense. Alors, on peut se demander pourquoi, et la réponse, c'est encore une question de lobes frontaux, c'est-à-dire que si au niveau des lobes frontaux, on est obnubilé par l'envie d'avoir la récompense ou la peur de ne pas l'avoir, ben, c'est autant d'énergie, d'attention qui va manquer à la tâche pour laquelle on demande un apprentissage. Alors, cela, c'est ce qui me paraît donc important, c'est de savoir que ce temps de confinement peut correspondre à un temps de sevrage par rapport à cela. Et c'est une chance, j'espère que beaucoup d'enfants en bénéficieront, de pouvoir renouer justement avec leur désir d'apprendre et avec le goût qu'a la liberté d'avoir un peu plus de pouvoir sur ses actes, ce qui était donc mon propos initialement, donc c'était la première partie que je voyais, et je voyais une deuxième partie dans mon propos, c'est quand on va trouver une difficulté. Beaucoup d'enfants à ce moment-là se découragent et qui disent je comprends rien, j'y arrive pas, ils ont envie de pousser leur cahier, leur livre, de se coucher sur la table en disant finalement je suis nul, etc. Il y a plein de choses que tous les parents doivent connaître qui se produisent à ce moment-là.
Et ce serait d'inciter donc les enfants à préciser ce qu'ils ne comprennent pas. À leur demander en disant, est-ce que tu ne comprends pas la question, tu ne comprends pas ce qu'on te demande, ou alors tu n'as pas compris en lisant l'énoncé, ou alors il y a des mots que tu ne connais pas, etc., etc. Et puis de se dire, ben voilà, dans ces cas-là, où est-ce que tu peux trouver de l'aide? C'est-à-dire faire en sorte que l'enfant soit actif par rapport à ce propos, qu'il mette un peu par écrit ou qu'il formule, qu'il fasse des phrases pour dire ce qu'il ne comprend pas. Et Et- puis, quand il y a des familles décomposées, enfin, pas décomposées, non, comment, séparées, C'est où les pas. parents sont séparés, en disant, ben, on peut mettre solliciter le parent qui n'est pas là, qui ne garde pas l'enfant, en disant, mais est-ce que papa ou maman serait pas capable de trouver des réponses là-dessus, vous voyez, finalement, travailler à d'autres niveaux, chercher une récompense, et puis est-ce qu'on pourrait chercher ensemble aussi la réponse? Vous voyez, au lieu que le parent se dise je dois savoir pour aider mon enfant, justement c'est un parent qui ne saurait pas, et c'est ça qui est, je trouve intéressant, d'aider avec son enfant comment on va trouver ensemble ce qu'il ne sait pas. Vous voyez, mettre des liens de solidarité dans ce cas-là. Mais ça, là où l'enfant va devoir être actif, ce qu'on va lui demander, c'est de préciser ce qu'il ne comprend pas, de faire des phrases, de dire est-ce que ce sont des mots, est-ce que je ne sais pas faire, est-ce que c'est une méthode que je n'ai pas, et puis de se dire qui peut l'avoir et comment la chercher ensemble. Ok. Jean-Guillaume, est-ce que tu as une question? Non, non, vas-y, je te laisse. Comment Dire. faire pour... là, vous parlez d'enfants qui sont déjà capables finalement d'exprimer leurs propres difficultés, etc. Mais dans le système scolaire traditionnel, on ne les emmène pas à se poser des questions. Donc, Non, comment faire finalement pour, en tant que parent, pour les accompagner à venir se questionner sur les difficultés qu'ils traversent et voilà. voilà, bah, c'est justement d'expliquer ce second point que je viens de préciser, D'accord. c'est-à-dire en disant, voilà, quand il ne comprend pas, l'enfant, et puis c'est à lui de préciser comment il réagit. Est-ce qu'il pousse son cahier en se couchant sur la table? Est-ce qu'il se lève en donnant un coup de pied à la table? Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il envoie tout le monde au diable? Quelle est sa manière de réagir? Et puis, une fois que ceci est repéré, en disant maintenant, est-ce que tu peux essayer de préciser finalement ce que tu n'as pas compris, et avec tout ce questionnement pour l'aider à préciser, toutes ces petites questions, l'aider à préciser. Et puis, au lieu de dire je vais te donner la réponse, on va la chercher ensemble, on va appeler, on va faire un Skype avec papa ou maman qui n'est pas là, ou avec papy, mamie, euh, toutes sortes de gens, vous voyez, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va nourrir cette quête qui est un peu aride, parce que quand on ne comprend pas, c'est pas facile. Vous voyez, si vous regardez le petit film que je préconisais tout à l'heure, d'aller regarder, les élèves disent, voilà, quand on est dans le trou, on a des ressentis, et c'est important de savoir que finalement, c'est pas définitif, qu'on va pouvoir en ressortir. Et c'est cela un petit peu mon but en ce moment, c'est justement de faire autrement qu'à l'école, c'est-à-dire de ne pas laisser l'enfant seul là-dedans. Et c'est pas non plus de lui donner la réponse qui va l'aider, c'est qu'on puisse chercher ensemble. Et lui, l'accompagnement des parents, c'est l'accompagnement exigeant, c'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant d'expliciter ce qu'il n'a pas compris, de le préciser. Et au fur et à mesure que l'enfant va préciser ce qu'il ne comprend pas, il va se mettre à comprendre. Il D'accord. va avancer. Avant de passer au troisième point, on a une question. Est-ce que vous pouvez nous parler de la docimologie? Pourquoi l'étude scientifique des examens qui s'intéressait à la façon dont les professeurs mettaient les notes et qui a révélé des injustices, inégalités de notions a disparu de l'université? Est-ce que ce sont des révélations qui gênent l'institution? Bah, il y a plein de choses qui gênent quand on a une volonté de contrôler, de mettre le contrôle en avant. On peut être gêné par toutes sortes d'études. Je me rappelle qu'il y en a une qui a été faite sur 20 copies de brevets en mathématiques qui étaient données à corriger à 20 professeurs de mathématiques, et les notes allaient entre 6 et 14, la même copie. D'accord. Et pour les maths, alors je ne vous dis pas si c'est des choses. Alors,
Justement, le problème au bac, c'est d'avoir une grille de correction qui soit la plus fidèle possible. Mais là encore, la même copie, quand on la fait corriger par des personnes différentes, il y a des grands écarts, même en se mettant d'accord sur une grille pour corriger. Donc après, je me rappelle avoir participé à des jurys à la fac où il y avait quelqu'un pour donner un demi-point sur 240, se faisait tirer, euh, et j'essayais de lui dire, mais enfin, c'est la même copie que tu corrigerais à un autre moment, après avoir bien mangé ou euh, après avoir une discussion avec quelqu'un de proche qui s'est bien passé, tu mettrais pas la même note que si tu t'es engueulé avec quelqu'un ou que tu as vu les infos ou si tu es en train de digérer avec difficulté ton cassoulet. Et ces révélations finalement qui ont été trouvées, enfin, des études qui ont été faites, elles ont été, enfin, il y a eu un impact sur l'institution, elles ont été prises en compte. Ben, à un moment donné, c'était enseigné dans la formation des enseignants. Et puis il y a plein de choses comme ça qui ont disparu, quoi. Et vous pensez, enfin, vous avez votre avis sur pourquoi c'est pas allé plus loin? Ben, je pense qu'on souffre en France de quelque chose qui n'existe pas dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, sur le thème de l'éducation, que les gens soient de droite, de gauche ou du milieu, peu importe, on ne change pas, il n'y a pas de discontinuité au niveau des ministères de l'éducation dans ces pays-là. C'est-à-dire que tous les partis se mettent d'accord pour ce que doit être la formation des enseignants et ce qu'on attend comme finalité de l'éducation. Or, en France, nous avons des textes magnifiques qui désignent les missions des enseignants, mais il semblerait qu'à chaque ministère, chaque ministre ait sa façon à lui de servir ses textes. Tout à fait. Ça change, en fait, les programmes et Alors, les politiquement voilà, changent à chaque vous aviez pour moi bouleversement. une réforme au collège, si je donne en 2016, qui pour moi allait dans le bon sens. Elle a été mise en extinction par je pensais que la réforme du lycée continuerait l'élan de la réforme qu'il y avait au collège. Ben non, on m'a dit finalement on ne pouvait continuer la réforme au collège que ceux qui voulaient. Et puis il y a une nouvelle réforme au lycée, et dans cette nouvelle réforme au lycée, eh ben, c'est pas la même chose que la réforme au collège, quoi. Donc il y a une sorte de cacophonie qu'il y a entre les différents ministres qui font que pour les enseignants, c'est difficile. Il ne faut pas leur jeter la pierre, c'est pas du tout évident. Et là où il y a du retard, c'est dans la formation des enseignants. On appelle ça les UFM, les SP, les INSPE maintenant. Mhm. Mais en même temps, on a la plaquette de formation des enseignants, elle est relativement réduite. Il y a peu de Mhm. temps de formation. Et ça peut être très variable d'un INSPE à un autre. Et au lieu de partir des valeurs et de se dire comment on forme ce citoyen à l'autonomie et pour être capable de faire des choix adultes et responsables, euh, on est encore dans le disciplinaire à dire qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait en didactique du français, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait d'indispensable en didactique des maths. Vous voyez, il y a encore ce compartimentage qui, à mon avis, euh, freine finalement une réforme, un changement de paradigme éducatif qui irait dans le sens de ce que j'essaye de faire ensemble là, cet après-midi. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans votre idée de changement de paradigme éducatif? Qu'est-ce qu'il faudrait changer finalement soit dans les réformes, soit dans l'accompagnement, la formation des enseignants, pour opérer un changement de paradigme et permettre de retrouver une certaine liberté individuelle pour les enfants, puis pour les futurs citoyens, donc les adultes? Ben, je pense que ça, là, en quelques minutes, je ne peux pas faire une tâche pareille. J'ai essayé d'évoquer ça dans différents livres. J'en ai un prochain qui est en commande là pour juin, qui est justement de repérer 10 mauvaises habitudes, 10 habitudes pédagogiques qui nous font rester dans l'ancien paradigme éducatif et qui, des fois, on voudrait sortir, permettre à l'enfant à gagner de l'autonomie, mais on a encore ces habitudes pédagogiques qui font replonger l'enfant dans l'ancien paradigme éducatif.
et qui font par exemple que l'enfant se démotive pour les tâches qui sont données à l'école. Alors, donc je ne pourrais pas parler de cela, mais ce qui fait liant, c'est de voir dans l'enfant un sujet en devenir et un sujet complexe. C'est-à-dire avec un sujet qui a besoin d'un climat de sécurité dans lequel il ne se sentira pas jugé, où il se sentira accepté, sans jugement, sans comparaison, accepté tel qu'il est, en tant que personne. En même temps, tous les comportements ne sont pas acceptables. Donc il faudra qu'on lui fasse sentir quand les comportements sont acceptables et quand les comportements ne sont pas acceptables. Là, je parle du cadre. Et ça, c'est pour la sécurité. Puis en plus, il faudra lui permettre de lui montrer, tu as vu, tu y arrivais tout seul, est-ce que tu as aimé y arriver tout seul? Est-ce que tu as aimé ce que tu as fait aujourd'hui? Et c'est là, je rentre dans le temps 3 dont je voulais vous parler ce soir, c'est-à-dire faire le bilan, et puis faire le bilan aussi avec lui, s'il a eu du plaisir à fonctionner comme ça, s'il y a des choses qu'il a apprises, est-ce qu'il y a des choses importantes? Et s'il y a des choses importantes, c'est-à-dire lui en tant que sujet, comment il va s'y prendre pour le mémoriser à long terme, pour s'en rappeler. Et vous voyez que l'ambiance du contrôle, je passe le contrôle, je tire la chasse, je me prépare pour un autre contrôle, j'apprends pour le contrôle, et chaque fois, je mémorise à court terme et pas à long terme. Et beaucoup d'enseignants sont un peu désespérés parce que ce qu'ils ont vu au premier trimestre, c'est oublié pour le second. Les profs de lycée se disent oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au collège? Ils n'ont rien fait. Vous voyez, mais tout ça, c'est une ambiance de contrôle continu qui a cet effet délétère de mobiliser la mémoire à court terme et de ne pas solliciter l'enfant comme un capitaine pour qu'il élabore des stratégies pour se rappeler plus tard. Quand j'ai parlé de mon petit-fils Noé ce matin, de ce que j'allais dire ce soir, quand je lui dis ça, il me dit, alors c'est comme quand tu m'as fait trouver une méthode pour me rappeler le mot ancel. Alors le ancel, c'est des tuiles en bois qu'il y a en Savoie, en Haute-Savoie, qu'on met sur les chalets. Je ne sais pas s'il y en a en Alsace, mais en tout cas, c'est un nom qui est typique. Et il n'y a pas ça ici. Et il m'a dit, j'ai trouvé pour m'en rappeler à long terme, longtemps. Moi, j'avais d'ailleurs oublié cette histoire. Il me l'a rappelé, ça datait de cet été. Il m'a dit, tu m'as fait trouver une phrase pour m'en rappeler, c'est tous en selle, à cheval. Voilà. Et c'est de là qu'il est passé avec une autre orthographe à cette tuile en bois qui s'appelle une ancelle. S'il y a des Savoyards qui m'écoutent là, ça veut dire que ce que vous proposez, c'est de changer le rapport à la connaissance pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils soient plus à même de se sentir intéressés par ce qu'ils apprennent que de le subir. Et donc, c'est dans la dernière phase, c'est votre troisième point, hein, c'est ça? Voilà. Les questions, et c'est ce changement de regard qui implique, qui va nous faire changer de paradigme éducatif, c'est-à-dire de solliciter l'enfant comme un sujet complexe. Donc, un sujet, ça dit non quelquefois. Donc, c'est pouvoir accepter, accueillir le non. Il y a une question de Charlotte Darteil qui trouve que, c'est plus une remarque qu'une question, mais qui trouve que les programmes scolaires valorisent les savoirs intellectuels, mais qu'on passe souvent à côté des savoirs manuels, et qu'elle s'est retrouvée en tant qu'animatrice auprès de jeunes dans des zones d'éducation prioritaire, où qui était moins, qui avait peut-être moins cet aspect scolaire, et où elle pouvait avec eux réparer des motos, etc. Mais ils se trouvaient nuls parce qu'ils avaient des mauvaises notes à l'école, alors qu'ils savaient faire plein de choses de leurs mains. Oui. Et c'est vrai que là, c'est un marquage très très fort. Hein. J'ai eu à rentrer en contact directement avec des élèves de SECPA, par exemple, et il a fallu du temps pour arriver à finalement antidoter ce parasitage interne, cette instruction construite en ambiance scolaire qui me fait me penser que je suis nul et que ça rentre dans mon identité. Et dans vos travaux, c'était ce qui vous mettait en lien aussi avec la question de la violence? C'est-à-dire que peut-être que les parents sont aussi face à la violence de leur... Enfin, sont démunis et peuvent être violents avec leurs enfants, mais est-ce que les cris, les colères des enfants ne sont pas la manifestation de ce moment-là où ils n'y arrivent pas, où ils sont perdus
Il me semble que c'est comme ça que vous l'analysiez. Oui, dans la mesure où s'ils ont en eux une certitude, celui d'être nul par exemple. Alors encore une fois, c'est un parasitage qui est construit en ambiance scolaire ou avec des adultes tels que les parents qui peuvent dire à leur enfant qu'il est nul. T'es bien comme moi, t'es nul en maths par exemple. Ça, c'est des choses qui arrivent, quoi, qui sont pas qui sont assez fréquentes. Eh bien, le- cette instruction-là va fermer la route à la motivation d'innovation. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus enclins d'aller apprendre, scolairement en tout cas, pour avoir du plaisir en motivation d'innovation. Donc, s'ils n'ont pas de motivation d'innovation et s'ils n'ont pas de plaisir à se sentir accueillis, reconnus, acceptés en motivation que j'ai appelée de sécurisation, il leur restera la troisième type de motivation qui est la motivation d'addiction. Donc là, ils peuvent chercher du plaisir ailleurs, dans les drogues, certes, mais aussi dans les activités, dans les comportements qui peuvent procurer du plaisir. Par exemple, dans la violence, on va avoir du plaisir à rendre les autres faibles. On va se sentir fort parce que j'arrive à rendre les autres faibles. Vous voyez, donc en fermant les portes de ces deux types de motivation, sécurisation, innovation, eh bien, on laisse plus de place à la motivation d'addiction. Okay. Et par rapport à ce que vous disiez, Ophélie, sur cette enseignante qui avait trouvé dans le domaine manuel des moyens de renouer avec la motivation d'innovation, il y a aussi des profs de maths qui vont le faire. J'ai un exemple là que je peux donner au lycée. Un prof de maths qui avait trouvé que le théorème de Pythagore avait été oublié dans les oubliettes du collège. Et il s'est dit, bon, je ne vais pas leur refaire un cours, ça ils l'ont déjà eu. Ils ont fait un petit peu comme finalement nous offre le confinement ici. C'est-à-dire, il a dit, bon, ben, on va sortir. Il a récupéré de la ficelle, des piquets de tente, et ils sont allés près du terrain de sport. Et là, avec des piquets, tout le monde a participé à faire des choses avec des ficelles, etc. Et quand ils sont remontés dans l'escalier vers la salle de maths, ils avaient intégré avec un exercice manuel que A2 plus B2 égale C2. Et ils étaient capables de reconnaître A, B, C dans des contextes très différents qui n'avaient plus rien à voir, donc de quantité purement mathématique. Est-ce que du coup, pour les parents, c'est pas important de vérifier ces trois systèmes de motivation et voir où en est l'enfant? Par exemple, si l'enfant a une estime de lui qui est faible, qui pense, qui doute, le parent n'a pas intérêt à mettre le paquet d'abord sur la relation avec son fils ou sa fille et oui, qui est en particulier de lui dire qu'il n'y croit pas, qu'il est nul. Oui, mais si c'est pas et d'insister d'abord sur peut-être reconstruire quelque chose où l'enfant là va se sentir en sécurité pour devenir le capitaine. Devenir le capitaine de son apprentissage, c'est peut-être pas possible pour plein d'enfants de passer directement à ça si leur addiction à eux c'est la violence ou autre chose. Hein. Oui, est-ce que ça ne demande pas aux parents de peut-être négocier des temps et de ne pas se focaliser s'ils n'arrivent pas à faire ce que vous dites tout de suite? Parce qu'il y a peut-être des enfants, ça marche facilement, puis il y a peut-être des parents, ils vont essayer, et puis ça ne marchera pas du tout, ça va être des cris, des colères. Oui, c'est-à-dire il ne faut pas un rapport de force qui s'installerait. Je détecte que mon enfant est en motivation d'addiction, par rapport à l'addiction aux écrans, tout ce qu'on veut. C'est pas installer un rapport de force avec l'enfant pour le faire sortir de force du SM1P. Le SM1P étant dans vos livres, oui. Dans mon livre, la motivation d'addiction. P voulant dire justement parasité par des instructions de type je me sens nul. Mais au contraire, comme j'essayais de vous le dire, c'est de lui proposer des activités dans lesquelles le SM2 peut s'allumer, construire un abri, une cabane, construire une feuille de route, tout ça alimente la motivation d'innovation. Et puis, quand ça va bloquer, c'était le temps 2, s'il y a une difficulté, reconnaître que la première action, c'est de dire je me sens nul, j'abandonne, je me décourage, et c'est d'accompagner l'enfant là-dedans. Se dire ah bon, tu te sens découragé, etc. Est-ce que tu pourrais m'expliquer à moi finalement qu'est-ce que c'est que tu n'as pas compris? Vous voyez, c'est créer ce climat de sécurité, de solidarité avec son enfant, dans lequel, s'il passe en motivation de sécurisation,
à ce moment-là, il sort de la motivation d'addiction. Et alors, On peut être que dans un seul système de motivation à la fois. C'est les mêmes neurones qui fonctionnent chaque fois. Et pour le parent lui-même, est-ce qu'il peut être en système parasité, puisqu'il revit peut-être ses propres difficultés? Oui, ça c'est, je dirais, la plus grosse difficulté pour les parents, c'est de ne pas se remettre à rejouer les cauchemars qu'ils ont vécus à l'école. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces cas-là? Parce qu'il faut aussi... Lâcher l'affaire, je sais pas, faire quelque chose qui leur plaise, se mettre de la musique, aller prendre un bain, je sais pas, lire quelque chose, mais pas se braquer là-dedans. C'est-à-dire que c'est important pour le parent, des parents qui nous écoutent ce soir, ou qui réécouteront cette vidéo, c'est de ne pas se focaliser à ce moment-là sur leur blocage, de ne pas insister, de sentir que c'est eux qui sont dans le système, par exemple, émotionnel, qui sont plus en mesure de comprendre ce qui se passe. Voilà. Et le symptôme, il est facile à détecter, c'est le rapport de force. Si je ne peux pas considérer mon fils, ma fille, comme un sujet en devenir, avec des raisons de refuser ce que je lui dis, des bonnes raisons de refuser ce que je lui dis, à ce moment-là, c'est que ça active chez moi quelque chose où j'ai dû me soumettre, où j'ai dû moi aussi obtempérer, j'ai dû obéir. Et donc, si je ne peux pas supporter que mon enfant obtempère pas, quand je lui dis de faire ça, ça me renvoie chez moi et dans ce cas-là, je vais me détendre, je fais autre chose. Et quand je suis capable de revenir vers mon enfant et de voir en lui un sujet en devenir, alors là, c'est bon signe. Oui, parce que une manière aussi de faire le pense-bête, comme un mantra, c'est de penser que tout le monde a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait, de penser ce qu'il dit, de penser ce qu'il pense, de dire ce qu'il dit, et de ressentir ce qu'il ressent. Y compris soi-même, si on a envie d'exploser, c'est j'ai des bonnes raisons d'avoir envie d'exploser, mais dans ce cas-là, je m'en occupe moi-même. Ça, je pense que ce serait important que vous le répétiez, parce que je vous l'ai déjà entendu le dire, mais c'est pas évident d'intégrer peut-être pour la première fois. Je vous laisse le reprendre une autre fois pour qu'on l'intègre. C'est qu'on a toujours des raisons de faire ce qu'on fait et ce qu'on pense, hein, c'est ça? Voilà. C'est de se dire, quand je suis dans un cas, donc je vous ai proposé comme symptôme, indicateur d'alerte, c'est si je m'engage dans un rapport de force. Et puis, pour me faire sortir, moi, de ce rapport de force, c'est de se dire que si l'autre est un sujet en devenir, postulat de cohérence, on est tous cohérents et on a de bonnes raisons de faire ce qu'on fait, de dire ce qu'on dit, de penser ce qu'on pense, y compris de faire des erreurs, et des bonnes raisons de ressentir ce qu'on ressent. L'autre, mais aussi moi-même. Donc, ce postulat de cohérence, il peut fonctionner comme un mantra. C'est quand je vois que je dérape, que je me mets en colère, c'est de se dire, j'ai des bonnes raisons de me mettre en colère. Qu'est-ce que la situation me rappelle là? Qu'est-ce que je suis en train de revivre? À quoi ça me fait penser? Avec ma mère, mon père, mes sœurs, mes frères. Mes instits. Et mes instits. Mes profs. Qu'est-ce que je revis là? Et c'est reprendre ce qui est à moi et le garder pour moi et de ne pas en tartiner mon fils ou ma fille. Mon fils ou ma fille, il a des bonnes raisons de réagir comme ça. Peut-être qu'à l'école, il y a eu des mauvaises rencontres aussi avec le savoir, avec les autres. Et comprendre à ce moment-là que ça peut se rejouer. Mais c'est pour ça qu'avoir une représentation d'un être humain complexe, avec 3 systèmes de motivation, ça aide. Est-ce que dans ces conditions, finalement, les écoles alternatives, voire les écoles démocratiques qui laissent les enfants trouver leur propre système d'apprentissage et qui ne sont pas dans un esprit de compétition, ça ne serait pas l'avenir des écoles de demain? Alors, encore faut-il un peu de liberté, mais si vous avez lu Libres enfants de Summerhill, on voit que s'il n'y a pas de cadre, ça ne dure pas, quoi. Je pense qu'il faut en même temps mettre un cadre, c'est-à-dire ce que je disais ce matin, pas ce matin, pour commencer, en disant, voilà, il y a un temps maintenant d'apprentissage scolaire,
faire l'école à la maison, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Donc, il y a, mettons, tant d'heures qui vont être consacrées aujourd'hui à l'apprentissage scolaire. Tu peux dire non, mais en même temps, tu n'es pas autorisé à partir sur un jeu vidéo ou regarder des dessins animés. Voilà, si ça n'a pas de rapport avec les apprentissages scolaires, ça peut avoir un rapport lointain. C'est-à-dire, on peut regarder un documentaire ou quelque chose comme ça qui va nous faire, par exemple, le film Seul sur Mars, par exemple. Si on a des enfants qui sont au collège ou au lycée, on peut pratiquement, avec un film comme ça, aborder énormément de lois physiques, mathématiques, biologiques. Oui, il y a moyen de s'y retrouver avec les apprentissages scolaires. Mais c'est pas rien faire ou faire des choses, c'est le but distractif. C'est mettre en place un cadre. Donc en cela, c'est pas une liberté tout azimut. Vous prenez l'exemple de Summerhill, mais il existe aussi une école qui s'appelle la Sudbury Valley School, qui est une école où les enfants ont la liberté vraiment dans leurs apprentissages. Il n'y a pas de cadre, il y a un cadre bienveillant, etc. C'est-à-dire qu'il y a des adultes autour qui sont là si besoin, mais c'est l'enfant qui va être à l'origine de la demande de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il va y avoir aucune imposition et ça marche puisque ça existe depuis plus de 50 ans et que ça commence à se développer en Europe depuis une dizaine d'années. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait que ça ne convient pas forcément à tous les enfants, puisque certains ont besoin de ce cadre et d'autres vont avoir besoin d'une certaine liberté. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas juste s'adapter à chaque enfant et aux besoins de chaque enfant? Oui, je pense que c'est cela que Caleb Gattegno voulait dire quand il disait « ces enfants nos maîtres », c'est-à-dire qu'il proposait de substituer l'apprentissage à l'enseignement. C'est-à-dire que ce qui doit nous guider, c'est comment l'élève apprend, plutôt que de vouloir, encore une fois, remplir un vase. Et le bon vieux Aristophane, avec ses 26 siècles d'ancienneté, il avait bien pointé quelque chose là. Et cette époque de confinement, elle est intéressante parce que justement, elle permet de mieux nous adapter à l'enfant. Et mon propos, c'était justement de vouloir éviter, pour les parents comme pour les enfants, le fait de vouloir répliquer à la maison l'environnement scolaire tel qu'il est vécu la plupart du temps. Parce que c'est l'occasion de changer, d'innover. C'est ça, oui, la question de l'addiction à la note, hein, du parasitage. Combien de fois on entend les parents dire à leurs enfants il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies des bonnes notes, sinon tu n'auras pas un bon travail. Ouais. Qui est toute la pression sociale, la compétition. C'est-à-dire qu'on a un monde qui vit sous la pression de la compétition permanente, ça se poursuit après dans les entreprises, on est noté, évalué. Là, pour les parents, ça peut être un choc assez rude que de ne plus avoir ça comme moyen de pression et d'être finalement très démunis. Oui, parce qu'il y a toujours l'idée de faire pression sur l'enfant. Et cette idée de faire pression sur l'enfant, c'est justement une idée massive de l'ancien paradigme éducatif, sur lequel les motivations comme cela les représente, c'est carottes et bâtons. Et c'est à peu près comme ça que fonctionne aussi la publicité. Pour faire vendre, faire acheter, on essaye de montrer des images stimulus, donc des carottes, ou alors de faire peur, le bâton. Et là, mon propos, c'est de basculer dans une représentation d'un élève qui est sujet, qui est en train de grandir, qui est appelé à grandir, et un sujet complexe, c'est-à-dire qu'en lui, il va y avoir si je grandis, si je résous des problèmes, si je l'explore, en soi, c'est jouissif, et ça, je le dois à personne d'autre, c'est interne à moi, et ça, la raison, je n'ai pas autre chose que de dire que le cerveau des mammifères, il est programmé biologiquement comme ça, et le fait de faire pression détourne l'enfant qui grandit de ce système de récompense interne. Ça veut dire que toute une société qui accéderait à un changement de ce type-là muterait assez rapidement.
Ah oui, puisque elle deviendrait complètement insensible à la publicité. Mais s'il faut que la publicité dépense chaque année 500 milliards de dollars, ce qui est à peu près le budget pour l'Europe et l'Amérique du Nord, pour la publicité, c'est que justement, euh, les êtres humains y résistent. C'est-à-dire qu'il y a en eux cette motivation d'innovation, cette envie de grandir, de devenir autonome, cet appel de la liberté qui font que non, ben, je suis incité à consommer ceci et cela, ben non, je vais dire non. C'est-à-dire que plus on développe notre envie d'apprendre des choses qui nous passionnent et qui nous plaisent, plus c'est facile. Oui. Et plus Dans ça va ce être difficile pour le publiciste pour vendre du Nutella ou autre chose. Donc là, c'est le moment pour les parents et les enfants de faire cette expérience, les deux. C'est-à-dire que les parents peuvent aussi se demander qu'est-ce qui, eux, les intéresse réellement dans leur journée. Parce qu'on peut regarder tous les documentaires ou toutes les séries télé, c'est le troisième système d'addiction à quelque chose qui ne nourrit que partiellement, c'est ça? Oui. Alors que là, on peut se poser la question, comme vous l'avez dit, et moi, qu'est-ce que j'aimerais faire dans 10 ans? La même question que les enfants. Et du coup, est-ce qu'on peut commencer à le mettre en œuvre, le faire? Et s'écrire des lettres. Parce que si on le met par écrit, ça doit être précis. Et puis on peut imaginer la réponse que nous ferait de notre jeu de 2030. Et tout le monde peut le faire en famille, ça aussi. Et vous voyez ce que je proposais, plutôt que de faire pression sur l'enfant pour lui dire finalement bosse, ou rame, ou etc. Ça, c'est la galère. Et c'est de lui dire comment est-ce que je peux t'aider pour trouver ce que tu n'as pas compris et comment est-ce qu'on pourrait chercher ensemble finalement à cette solution sur laquelle que tu as du mal à trouver par toi-même tout seul. C'est lui proposer donc la solidarité plutôt que de lui proposer la pression. Et ça, dans votre pratique, vous avez observé les changements. Est-ce qu'on observe, en tout cas au niveau neurologique, un changement sur le cerveau humain à long terme? Ou est-ce qu'on est tous des cerveaux avec un système parasité et on ne peut pas observer d'humain sain, j'ai envie de dire, ou directement sur le cerveau, je n'ai plus l'accès aux outils qui me permettraient de dire dans le cerveau il se passe ceci ou cela, en allant en sciences d'éducation, donc j'ai plus accès à ces outils. Mais on peut voir quand même que tout apprentissage a une signature biologique au niveau du cerveau. Donc si on fonctionne autrement, c'est-à-dire si on trouve le moyen de libérer l'apprentissage en nous, eh bien, on a des images cérébrales qui montrent que c'est tout le cerveau qui devient actif dans un apprentissage. Alors que lorsqu'on reste dans les automatismes, c'est très peu de neurones qui sont finalement en activité. Pour faire des tâches répétitives, on n'a pas besoin de beaucoup de neurones. En revanche, dès qu'il faut apprendre quelque chose, on a besoin de tous nos neurones. Et puis de continuer à apprendre toute la vie, c'est la meilleure solution d'éviter que le cerveau ne se rouille. D'accord, donc c'est-à-dire que l'humain, en fait, est en sous-capacité de ses capacités, de ses potentiels créatifs, inventifs. Ben, souvent, on est dans des tâches routinières, oui. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité dans une société industrielle d'avoir des gens qui doivent rester dans une routine pour aller fabriquer les objets? Et qu'il n'y aurait pas une sélection qui s'opère de gens qui seraient les créatifs, ceux qui inventent, qui sont branchés, surtout, et puis les autres à qui on demanderait de rester un peu éteints Oui, moi je pense qu'on pourrait faire une proposition, en tout cas à tous les humains, qui en tout puissent... cas, là, le virus leur propose, hein, ils ont plus oui. un paquet qui sont face à la proposition. Oui, et on voit que finalement les travaux manuels, le potager, la permaculture, sculpter, peindre, dessiner, colorier, tout ça sont des tâches qui participent à maintenir en nous ce pôle créatif. Et souvent, les non créatifs sont des gens qui ont dit, qui ont un mauvais souvenir de l'école et qui disent finalement, c'est pas pour moi, quoi. Parce que les matières enseignées ne sont peut-être pas à l'endroit où leur créativité est à l'aise aussi. Il y a des enfants qui sont peut-être plus à l'aise en maths que d'autres, ou en français, d'autres plus dans la peinture. Oui, mais enfin, Howard Gardner, pour le citer, a essayé d'identifier différents types d'intelligence, et il en a peut-être trouvé 9.
Et ces 9 types d'intelligence constituent l'intelligence, dont on n'exploiterait que certaines facettes, dont on verrait utile que certaines facettes. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que tous les enfants pourraient développer toutes les facettes. C'est-à-dire qu'on s'y prend mal, quoi. Plus ou moins, oui. Ouais, okay. Et là-dedans, ce serait avoir du plaisir sans devenir des experts en chant ou en musique, mais avoir du plaisir à faire de la musique, avoir du plaisir à dessiner, sans pour cela être... c'est pour ça que ça devienne un métier, ou qu'on devienne un expert. Mais c'est avoir du plaisir dans tous ces domaines, quoi. Avoir du plaisir aussi dans l'intelligence kinesthésique, avec son corps, à déplacer son corps dans l'espace. Mais ça veut donc dire ne pas se focaliser sur la récompense à ce moment-là si l'enfant n'y arrive pas. C'est revenir à la sécurisation, le rassurer. Au contraire, c'est tirer son attention sur le plaisir qu'il a à faire ça. D'accord. Et c'est ce 3e temps d'une journée à l'école, à la maison, en confinement, qui est de faire ce bilan. Qu'est-ce que j'ai appris? Où est-ce que j'ai eu du plaisir? Qu'est-ce que j'aurais envie encore d'explorer? Et s'il y a des choses importantes, de devenir actif. C'est-à-dire comment je vais me débrouiller pour ça, m'en rappeler dans très longtemps. Et ça, c'est ce que vous préconisez, ce que vous avez fait avec votre petit-fils, c'est-à-dire que c'est J'ai juste voulu vérifier avec lui que ça restait entendable, quoi. Parce que souvent, je m'adresse à des adultes ou à des enseignants, et la question que je me dis, est-ce que ce que je dis là est entendable par un enfant? Mais le fait qu'il fasse des liens comme ça, que moi j'avais oublié, avec une conversation qu'on avait eue en Haute-Savoie, où je lui ai montré le toit des maisons en Haute-Savoie traditionnelles qui sont faites avec des bûches fendues et en lames minces qui servent de tuiles ou de bardeaux au Canada. Et là, ça s'appelle des ancelles, et qui m'est rappelé que je lui avais proposé de trouver une méthode, lui, pour qu'il s'en rappelle. Je me suis dit, bon, c'est tout à fait entendable par des enfants. Alors, il y a la question de votre prochain livre qui a l'air... Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce que vous allez, avant de clôturer, sur le nom déjà, comment il va... le titre est déjà... Le titre n'est pas fixé. Hein, D'accord. Il y aura 10 habitudes pédagogiques qui nous enferment dans le passé, quoi. Enfin, c'est l'idée. Je suis en train de terminer Cessons de démotiver les élèves, la 3e édition. Et cette fois-ci, il y aura 20 clés. Ça a augmenté, alors on est passé de 17 à 18 de 18 à 19. 19 en 2015, et là, donc, 20 en 2020. Pour le 1er avril, là, je devrais pouvoir rendre à Duno la 3e édition. Et en particulier, celle sur laquelle j'insiste, c'est d'arriver à voir dans les jeunes des sujets en devenir, et qu'une des difficultés pour voir dans les jeunes des sujets en devenir, c'est que justement soi-même, on n'a pas toujours été sollicité, appelé, invité à devenir un sujet. Et souvent, c'est difficile pour nous de dire non. Et donc quand on dit non, c'est difficile à supporter. C'est-à-dire, en tant que... Ça, c'est une des clés, la 20e clé, ça serait celle-là. Vous dévoilez un petit peu la 20e. D'accord. C'est-à-dire que pour les parents et pour tout le monde, c'est difficile. Autres parents, voilà. C'est difficile, nous, de dire non quand on veut se positionner face à une autorité ou à quelque chose. Et par conséquent, c'est difficile pour nous de supporter que l'enfant nous dise non. Voilà, c'est une espèce d'aller-retour de miroir, cette 20e clé. On va terminer donc sur ça. Vous nous retrouvez donc demain à 18h30 avec Sandra Langhorst, qui a donc été directrice de l'école Scholeux, c'est une école démocratique Sudbury, et qui viendra nous parler donc des apprentissages libres et autonomes au sein d'une école démocratique Sudbury. Et lundi, on retrouvera Elfie Reboulot, qui a écrit un livre « Qu'est-ce que l'agisme ?» et on réfléchira ensemble à comment sortir de l'agisme, donc à 18h30. Justement, sortir du fait qu'on ne considère pas les enfants comme des sujets.
exactement. Ce que vous avez évoqué là. J'avais une question, je ne sais pas si c'est le moment pour la poser. Est-ce qu'il y aura un podcast de cette émission? Oui, tout à fait. Alors, ça permet de répondre aux gens qui ont été en direct. On peut la retrouver sur la page Facebook de l'école de l'enfance libre. Elles y sont au fur et à mesure. Dans l'onglet vidéo, on les retrouve toutes. Voilà, et puis, elle est facile à regarder à partir de cet endroit-là. Et on la mettra ensuite quand on aura un peu de temps sur le YouTube de l'école de l'enfance libre. Il y a déjà une vidéo et puis on recadrera un peu tout. Et ensuite, on aura aussi Cyriac Bessard qui va intervenir, qui est un instituteur qui a mis en place une école du 3e type. C'est-à-dire qu'une école dans laquelle les enfants sont certainement en motivation d'innovation toute la journée. Et nous racontera comment il a fait ça sur plusieurs années, parce qu'il a pris des enfants du CP jusqu'au CM2, et comment progressivement il les a amenés à être les capitaines de leur choix d'apprentissage, dans le cadre de l'éducation nationale, dans une classe, dans ce qu'est l'éducation nationale avec toutes ses contraintes et toutes ses limites. Il nous expliquera ça, et puis il y a tout encore un programme à venir, mais on va vous le dévoiler peut-être au fur et à mesure. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications, votre temps. Et puis, merci à tous les spectateurs qui ont posé des questions au fur et à mesure. Et merci beaucoup. Oui, alors, encore une occasion. Merci à vous. Juste une réponse à une personne qui pose une question. Nos rendez-vous sont habituellement à 18h30 tous les jours. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je coupe la connexion. Voilà. À bientôt. À bientôt.